Europe 1, Emmanuel Faux. Deuxième regard sur l'Europe cette semaine avec notre consoeur portugaise Ana Navarro Pedro. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la correspondante à Paris de l'hebdomadaire Visao. Alors on parlait de la Suède hier, situation complètement différente évidemment au Portugal, où le pays a été sous perfusion du FMI, de la Banque Centrale Européenne, de l'Union Européenne, comme l'Irlande, comme la Grèce. Est-ce qu'on peut dire, Ana, aujourd'hui que les choses vont mieux pour l'économie portugaise ? Si vous vous placez du point de vue de la sortie de cette troïka-là que vous venez de dénoncer, de la gestion de l'économie portugaise, oui. Si vous vous placez du point de vue de l'accès à nouveau du Portugal au marché financier pour demander des emprunts, oui. Si vous regardez la population, non. C'est un pays qui pendant très très longtemps, va continuer à souffrir énormément. L'économie est en lambeaux, le chômage est très élevé, une grande partie de la population jeune et diplômée a quitté le pays. Environ 100 000 personnes quittent le pays officiellement par an. On dirait qu'apparemment les chiffres non officiels seraient beaucoup plus élevés. C'est un pays où la dénatalité est en progression terrible. 1,28 enfants par femme, c'est le taux de fécondité au Portugal aujourd'hui. Un des plus faibles d'Europe. Un des plus faibles d'Europe. La mortalité en hausse parce que les gens n'ont pas d'argent pour se soigner. Et en 2050, si cette tendance démographique se poursuit, le Portugal, qui a actuellement 10,5 millions d'habitants, n'aura plus que 7 millions d'habitants. Est-ce que ça veut dire que cette situation, cette colère sociale qui existe encore au Portugal, elle va se traduire dimanche dans les urnes où il y a quand même un soulagement? On disait que les Portugais attendaient le départ symbolique des hommes en noir qui incarnent cette troïka FMI, UE, BCE. Ou est-ce qu'il y a encore justement un ressentiment et une douleur du fait de la politique d'austérité aussi qui est maintenue par le gouvernement? C'est un peuple qui a eu les genoux cassés avec une barre de fer. C'est l'expression que je pourrais utiliser pour donner le mieux l'image de ce qui se passe dans le pays. Oui, les hommes noirs sont partis, donc l'humiliation au quotidien semble être partie, mais elle est toujours là. La politique qui a été mise en œuvre, en route, elle va être poursuivie, notamment maintenant avec peut-être la privatisation du système de santé et la diminution à portion congrue de la sécurité sociale et de la caisse d'assurance maladie. Alors pourtant, quand on regarde les sondages portugais, on se rend compte que plus de 70% des intentions de vote, en gros, vont sur les partis traditionnels qui ont gouverné, Parti populaire à droite, Parti socialiste à gauche, qui sont même plutôt en progrès par rapport à 2009 dans les intentions de vote. Il y a aussi un vote écolo, un vote communiste, mais pas vraiment de vote aux extrêmes, je dirais, comme en France. Parce qu'il n'y a pas d'offre. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'offre pour ce vote au Portugal. C'est-à-dire ces partis n'existent pas? Il n'existe pas. Le Portugal est un pays qui a été sur un régime dictatorial jusqu'en 1974. Ça fait 40 ans qu'on est en démocratie. C'est jeune. Et puis les partis qui sont au pouvoir actuellement, ils n'ont pas véritablement de programme. Le Parti socialiste est devenu un parti gestionnaire, comme dans le reste de l'Europe, assez opportuniste dans le sommet de la pyramide partidaire. Le parti qui est actuellement au pouvoir est un parti assez autoritaire. On appelle le Parti social-démocrate, c'est un parti populaire en fait, comme en Espagne, c'est un parti assez à droite par exemple, actuellement, il propose une mesure pour faire taire les médecins qui critiqueraient l'indigence de la sécurité sociale. Tout simplement les faire taire avec des sanctions à la clé si jamais on venait à critiquer. C'est pas une démocratie, ça. Donc voilà, peut-être qu'il n'y a pas d'offre parce qu'il y a déjà quelque chose qui est au pouvoir et à l'œuvre. Alain, qu'est-ce qui intéresse les Portugais quand ils regardent au-delà des frontières dans cette campagne Alors, européenne? Vers quel pays ils se tournent? Qu'est-ce qu'ils observent? On regarde beaucoup la France, avec le vote Le Pen, très curieusement, parce qu'il y a comme quelque chose de bipolaire. On voit ce qui se passe chez nous et on est à genoux, et puis on va regarder chez les autres et on se dit, mon Dieu, mais où va la France si le Front National devient le premier parti lors de ces élections européennes? Je pense aussi parce qu'il y a le sentiment que si effectivement, en France, le Front National, avec son discours anti-européen, avec son discours nationaliste, avec son discours de fermeture des frontières, si ce parti-là a la première place lors de ces élections européennes, alors tout ce que l'Europe représente pour nous, tout ce qu'on a cru par rapport à l'Europe s'effondrera. Et il y a encore une petite croyance. Est-ce que c'est un parti qui est ressenti au Portugal comme un parti anti-immigré portugais
en France non, parce pas que c'est une anti-immigrés. immigration quand même très, très intégrée de longue date, l'immigration Oui, non, portugaise. et puis vous trouverez beaucoup de Portugais qui militent au sein du Front National. Ah oui, d'accord. Ce qui est assez traditionnel pour les populations immigrées. Et ça doit d'autant plus fasciner, donc j'imagine, au Portugal. Oui, mais c'est assez traditionnel sociologiquement de trouver des immigrés, les dernières vagues d'immigration qui va militer dans le parti le plus conservateur et celui qui veut fermer la porte à ceux qui viendraient derrière. Merci beaucoup, Ana Navarro-Pedro, d'être venue ce soir dans Europe Nuit. On continuera demain notre tour d'Europe, direction la Grande-Bretagne.